Il y aura un robot qui vous fera un massage et il le fera encore mieux que votre kiné parce que potentiellement, il aura les structures, soit au niveau des mains, soit au niveau des bras, qui seront spécifiquement conçues pour vous faire des mouvements spécifiques. Quand l'être humain avance dans sa vie, on remarque en général qu'il veut plusieurs choses. Un, l'amour, l'argent, le pouvoir et ensuite le prolongement de sa vie, tu vois. Tous les plus grands hommes de la planète voulaient à chaque fois améliorer leur durée de vie pour pouvoir perdurer. Je m'appelle Gérald Faure. Chaque semaine dans ce podcast, j'interviewe des personnalités au parcours d'exception. À travers ces entretiens, je suis à la recherche des 20% d'actions qui ont mené à 80% de leurs résultats. Ici, pas le temps pour le storytelling, nous allons chercher les leviers directement actionnables pour scaler nos vies et scaler nos business. Bon, ça y est, premier épisode tourné à la maison. Alors c'est pas vraiment le premier parce que les autres je les avais fait sur fond vert, mais c'était pas Jojo comme qualité. Donc aujourd'hui, il y a Major qui est avec moi sur cet épisode et du coup on va essayer de pas faire cracher le setup, le nouveau setup de podcast à la maison. Comment vas-tu ? Bah écoute, ça va. Remarque, ça pourrait être sympa, ça ouvrirait le bal comme ça. C'est ça, exactement. Non mais attends, on va pas se porter l'œil. Normalement ça devrait tenir. On a déjà eu un petit problème d'ordi avant de commencer. Normalement ça va aller. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore ? Ouais, alors du coup, Anthony Gonnet-Vandeporte, alias Major, c'est la version plus courte. Je travaille spécifiquement dans les nouvelles technologies. Donc les nouvelles technologies, c'est un terme vaste qui englobe plein de choses. Ça inclut de l'intelligence artificielle, de la blockchain, de la création de sites internet, de l'optimisation, de l'UX, du design et tout ça. Et Ok. principalement, le métier il tourne autour de ça. Et après, il y a d'autres branches où là, je suis plutôt côté investissement. C'est tout ce qui est lié à la génétique et différentes choses, les nanotechnologies et ce genre de choses. Quand tu dis que tu travailles sur l'IA, les sites web, etc., tu travailles en tant que prestataire ou c'est des projets que tu fais pour toi en tant qu'investisseur ? Comment tu te positionnes ? Alors en fait, on a les deux. On a une entreprise qui, par exemple, sur la blockchain, on a une entreprise qui développe et qui crée des smart contracts. Sur cette entreprise, on en a une deuxième ensuite à côté qui, elle, fait de l'audit, de la vérification et de la relecture de smart contracts pour vérifier que justement, il y a bien tout ce qu'il faut, qu'il n'y a pas d'erreur dans le code et tout ça. Donc en gros, c'est à chaque fois un écosystème qui fonctionne avec les différentes entreprises où l'argent rentre tout le temps mais sort rarement. Ok, très cool. Et pour ceux qui ne savent pas encore ce que c'est que le smart contract, c'est quoi ? Pour ceux qui ne savent pas, en fait aujourd'hui il y a des crypto-monnaies. Les crypto-monnaies, je pense que vous en avez à mon avis entendu parler avec le Bitcoin. Et les crypto-monnaies fonctionnent principalement sur une blockchain. Et une blockchain, c'est, pour faire très très simple, une sorte de contrat sur lequel vous allez avoir des informations qui vont être enregistrées. Et au fil des années, vous allez pouvoir les récupérer et celles-ci ne vont pas pouvoir être modifiées. Et en fait, le smart contract, c'est un contrat intelligent, comme c'est dit depuis le texte en anglais, qui va permettre d'avoir de la communication entre différentes personnes. Par exemple, si moi je dis Major, je vais envoyer quelque chose à Gérald, eh bien, il n'y a aucun tiers de confiance qui va intervenir comme une banque ou quelque chose comme ça. Ça va simplement être géré par des ordinateurs, des machines ou des personnes, mais de tiers à tiers. Et ça va passer par justement un système automatisé qui est ce fameux smart contract plus tout un tas d'autres petites subtilités, mais si je rentre dans les détails, on va déjà perdre la moitié des gens. Ok, très cool. Donc du coup, si je comprends bien, on risque un petit peu de parler de crypto en plein bear market en ce moment. On va être le seul podcast en ce moment qui parle de crypto alors qu'on n'est pas au top quoi en termes de cours quoi. En vrai, les gens pensent souvent que c'est le pire moment pour pouvoir investir et tout ça parce que le marché est au plus bas et pourtant c'est là où on fait les meilleurs coups de fusil, que ce soit en investissement, en opportunité ou en discussion et en partenariat, parce que tout le monde est accessible. Hier, j'ai eu un appel avec une entreprise intéressante qui est reconnue, qui travaille dans de nombreuses bourses et exchanges. Et cette entreprise, d'habitude, tu peux pas les avoir au téléphone parce qu'ils sont blindés de boulot. On a échangé sur tout un tas de sujets, de trouver des synergies communes à avoir. Et en fait, au contraire, ça va permettre justement, dans le temps, d'être sûr de développer des nouveaux projets qui seront prêts pour le prochain bull market. Donc quand le marché redécolle en fait. Et bah, du coup même après en termes d'investissement, c'est aussi intéressant parce que ça permet aux gens de prendre du temps pour se former, découvrir un peu l'écosystème, commencer à faire leurs armes en se disant bah très bien, en ce moment le marché est au plus bas, c'est parfait, j'ai un peu d'argent à investir, j'ai un peu d'argent à investir et un peu de temps à utiliser, je vais investir dans les crypto-monnaies et je vais en même temps me former pour voir ce qu'il est possible de faire.
Et quand le prochain marché va être à la hausse, eh ben, il a fort à parier que toutes les ICO, donc les introductions de crypto-monnaies ou les levées de fonds que vous faites maintenant, décollent sur le prochain bull run. Ça a été le cas par exemple avec une crypto-monnaie que vous avez peut-être entendu parler, qui s'appelle Solana, où on pouvait l'acheter de mémoire, je crois, à 40 centimes. Et sur ce bull run, elle est arrivée à 120 dollars, je crois. Donc ça reste des sommes qui sont vraiment intéressantes quand elles explosent. Et clairement, il y a des coups à faire. Donc en fait, pour toi, l'exode de tous ces entrepreneurs qui sont partis vers les cryptos, vers le Web3, qui ont clairement abandonné leur métier d'origine, ça n'a pas juste été une lubie. Pour toi, il y a encore des choses à faire. Il y a encore, je veux dire, pour les pessimistes, alors moi j'en suis persuadé qu'il y a des choses à faire. Ouais. Il y a des sceptiques en mode ça y est, la bulle elle a pété, on ne retrouvera plus les prix d'antan, etc. Voilà, c'était pas forcément une lubie pour toi. Il y a encore des choses à faire. Ouais, enfin moi ça fait depuis bien 2014 que je vois ces grosses vagues. Mais en fait, ce qui est bien avec ces vagues, c'est qu'au final, quand tu regardes sur une durée plus longue, pardon, tu vois que ça fait que augmenter. Et en fait, depuis 2014, à chaque fois, il y avait un tableau qui était sorti sur Internet. Le tableau, il disait quand les gens annonçaient c'est la fin du Bitcoin. Les gens annonçaient que c'était la fin, et 2, 3, 24 mois après, paf, il y avait une énorme explosion. À chaque fois, on repartait en bull market. Et en fait, c'est exactement la même chose. Il y a eu ça en 2014, 2017, 2018, 2020, 2021. Ça sera le cas de toute façon tant que il y aura cette technologie décentralisée qui continue de se faire une place dans la vie de tous les jours. Parce que pour moi, aujourd'hui, les technologies qui tournent autour de la blockchain, des NFT, des SBD, des technologies qui arrivent, qui sont en développement, on est à Internet, sans dépendre d'une photo. Ben, je pense qu'on se situerait à peu près à l'âge d'Internet en 2000, dans les années 2000. Tu vois ? Donc, il y a encore des capacités de développement qui sont énormes. Et ça me rappelle après que 10 ans après, on a eu l'iPhone, on a eu les blogs, avec les différents blogs automatiques pour vendre des formations en ligne et tout ça. Et tu vois, l'explosion qui arrivait derrière, eh bien, je pense qu'on en est encore très loin. Et que les personnes qui arrivent maintenant sont un peu des pionniers qui vont aider à bâtir toutes les technos qui se développent autour de cet écosystème. Mais vraiment, il va avoir un champ de développement de 5 à 10 ans encore qui va venir mettre un coup de pied dans la fourmilière. Et il sera certainement accéléré par une convergence technologique. C'est-à-dire que on a aujourd'hui de la robotique, de l'intelligence artificielle, la blockchain et d'autres domaines de haute technologie qui vont venir en fait se rejoindre et qui vont venir amener des connexions dans un domaine ou dans un autre. Et avec ces connexions-là, eh ben, ça va être la porte d'entrée justement à ce que des utilisateurs lambda, peut-être comme une personne qui découvrirait ce qu'est Internet en 2000, eh bien, se lance sur la blockchain pour se dire, bon bah voilà, c'est le moment que je m'y mette parce que mon entreprise veut commencer à faire des choses là-dessus. Et ensuite, le mouvement va prendre petit à petit. Mais c'est qu'à chaque nouvelle révolution, il y a toujours le moment où les gens se disent, ah, c'est quoi ça? C'est encore une bulle spéculative. Ça va pas marcher, il faut abandonner. Sauf que pour autant, les gens ne le savent pas, ou très peu, parce que des médias font de la mauvaise communication et de la mauvaise presse là-dessus. C'est que derrière une crypto-monnaie, hormis certaines particularités, mais derrière une crypto-monnaie ou un projet, il y a toute une équipe et il y a en général une entreprise. Donc si jamais le projet meurt, ça veut dire que l'entreprise et les personnes derrière s'arrête aussi. Après, à côté de ça, je pense que moi, mon a priori, c'est que aujourd'hui, on se tape des grosses volatilités parce que justement, les projets derrière, il y a de super projets, mais qui sont trop embryonnaires, qui ne sont pas encore, ça n'a pas l'air très solide derrière, alors que les idées sont très très bonnes. Il y a des trucs il y a des trucs vraiment géniaux qui sont pitchés, mais j'ai l'impression que c'est encore un peu, et donc c'est pour ça que c'est très spéculatif et qu'il y a des grosses volatilités, j'imagine. Déjà, c'est parce que c'est un marché qui est énormément manipulé pour le moment, parce qu'il n'y a pas encore, enfin, comme tu me diras, la bourse, il y a des choses qui sont très manipulées et qui sont, entre guillemets, bien manipulées pour les investissements, notamment, avec, quand les actionnaires reçoivent en général le rapport, bah, il y en a quelques-uns avant qui ont eu déjà un peu des retours sur les décisions à prendre. Donc, enfin, les news sont ce qu'on appelle pricées. Ça veut dire que quand ça sort, la news a déjà été achetée un petit peu avant par
pas des délits d'initiés, mais des personnes qui ont eu les informations avant, tu vois. En soi, je pense que c'est un petit peu la même chose qui se passe et que dans le marché des crypto-monnaies, il manque aussi différents types de portefeuilles. Il manque des portefeuilles plus petits, il manque des portefeuilles de moyens qui vont venir consolider en fait la structure générale de l'investissement dans ce domaine d'activité et au final éviteront les volatilités qui sont plus ou moins grandes parce que justement il y a des baleines qui vont venir poser 20 millions, donc tu vas avoir une bougie énorme, mais si à côté tu as 7800 personnes qui ont déposé, je sais pas moi par exemple 10 000 $, et ben tu vois, on va pouvoir avoir quelque chose qui va se lisser, mais on aura moins de volatilité. On ne dit pas que ça va pas être inexistant, mais ça va quand même la réduire. Après, bien évidemment, il est impossible de savoir exactement comment ça va se passer et comment ça va évoluer. Toi, à titre personnel, comment t'es arrivé à t'intéresser à la crypto? Parce que je crois que tu as démarré assez tôt, t'en parlais tout à l'heure. Comment t'es arrivé, ouais, qu'est-ce qui t'a plu et comment t'en es arrivé là? La version officielle, c'était essentiellement 2012, 2011-2012, dans ces eaux-là, où on était en pleine explosion sur le dark web, tout un tas de choses comme ça, les forums. C'était vraiment une époque qui était passionnante. Et en fait, à l'époque, tu avais la possibilité d'acheter des crypto-monnaies sur des forums en disant up, up, up pour faire monter le prix et down, down, down pour faire descendre. Et moi, j'étais déjà un petit peu dans ce monde-là parce que je passais du temps à me former dans les nouvelles technologies. Je travaillais dans l'éclairage LED, je découvrais les technologies qui étaient liées à la génétique. Enfin, j'étais un peu passionné et assez curieux de toutes les nouvelles technologies qui allaient arriver. Et du coup, je passais beaucoup de temps à explorer ces nouvelles choses. Et j'avais entendu parler du Bitcoin, donc une monnaie décentralisée qui allait peut-être pouvoir changer quelque chose sur l'économie de manière générale d'Internet. Et je suis arrivé à ce moment-là. Et je m'y suis intéressé, ce qui fait que je suis arrivé assez tôt. Et en m'y intéressant, bah, ça a donné que j'ai fait plusieurs petites choses après sur des jeux comme World of Warcraft, comme Dofus, où après t'échangeais de la crypto-monnaie, enfin du Bitcoin pour avoir des objets qui étaient enchantés ou des personnages ou ce genre de choses. Et après au fil des années, il y a eu d'autres nouvelles technologies qui sont arrivées et j'étais en alternance aussi. Donc j'essayais de suivre un peu ça, plus d'investir également à côté parce que je faisais de l'alternance. Et en fait en mixant les deux, mon salaire d'alternant, je l'investissais. Pas tout, tu vois, mais suffisamment pour avoir un petit capital de côté. Et en plus, à côté de ça, bah, je continuais mes études. Et arrivé à la fin du master, et bah, tout ce que j'avais investi avant, bah, comme les effets de l'intérêt composé qui sont expliqués par comme les effets des intérêts composés expliqués par Warren Buffett, eh bien, j'ai pu en profiter avec les investissements que j'avais fait un petit peu avant. Et après, bah, j'ai été m'implanter en Suisse et tout ça. Parce que toi, t'es français d'origine, hein? Ouais, je suis français et en fait, je suis arrivé en Suisse parce que j'ai été recruté par une entreprise qui m'a fait venir ici pour être responsable de l'acquisition client dans une boîte qui fait 3 milliards de chiffre d'affaires en copywriting. Donc les gens trouveront, c'est juste pour pas donner le nom à la caméra, mais voilà, les gens trouveront. Et l'objectif, c'était de retravailler des emails et voilà. Et à cette période-là, donc je suis arrivé en Suisse et je continuais mes investissements et on se foutait un petit peu de ma gueule en disant ouais, t'investis sur des trucs qui marcheront pas, le Bitcoin, patati, patata. Et c'était souvent des discussions qu'on avait et au final, bah, j'en entends plus trop parler parce que ça a quand même bien explosé quand je suis arrivé en Suisse, quelques mois après que j'ai fini mon activité dans cette boîte. Et après, bah, au final, j'ai commencé à monter mes activités avec l'argent qui avait été récupéré de l'explosion. Et c'est pour ça qu'on s'est assez vite développé dans plusieurs entreprises parce qu'il y avait un capital de départ. Ok, ouais, passionnant. Et du coup, sur tout ça, ça casse quand même pas mal de croyances. Tu démarres, t'investis, t'as paye d'alternant. Une paye d'alternant, on n'a jamais vu un alternant qui gagnait 15 000 balles. Donc en fait, ça casse quand même pas mal de croyances sur quand est-ce que je commence, est-ce que j'ai assez de sous, etc. Entre cette phrase que tu viens de nous sortir et quand tu me dis qu'il y a encore des opportunités, que les cryptos, etc. Pour moi, j'ai l'impression que ça casse 100% des contre-arguments qu'il y a eu récemment, enfin que j'ai entendu sur des croyances sur j'investis pas. Et ça, je trouve ça génial. Après, moi, j'ai entendu parler de toi la première fois au sujet des NFT. T'as bossé sur pas mal de projets NFT. Ça
consistait en quoi ton boulot à ce moment-là? Je mets juste le laïus au début pour bien comprendre. Bien sûr. Sur l'alternance, en fait, j'ai fait tout mon parcours entre guillemets de formation en alternance. Du BEP jusqu'au Master 2. Et après, ça a été complété par une certification qui est toujours pas finie, qui est loin dans les abysses. C'est une certif à Harvard en data et en machine learning. Mais en fait, elle est passée à la cave pour le moment parce que c'est pas la certification que tu payes, ensuite tu as la validation. Oui. C'est une certification où tu payes, tu dois rendre des projets, et pour avoir ta certification, il faut qu'il valide tes projets. Cette fameuse certification, elle a toujours pas été terminée, et en fait, elle a donné lieu aussi à des contacts du réseau, et ensuite, il y a eu le Bull Run 2020-2021, et sur ces contacts et ce réseau, ça a donné lieu aussi à des personnes que j'ai rencontrées qui étaient des développeurs, des personnes qui étaient spécialisées dans tel ou tel domaine dans les technologies, et même des relations à l'international qui sont toujours intéressantes d'avoir parce que, par exemple, je discute avec des personnes qui sont au MIT, qui travaillent sur des procédés de fous furieux en termes de robotique, dont des personnes qui travaillent aussi sur les Tesla Bots, qui va certainement être une explosion de la robotique personnelle, je pense. Enfin voilà, c'est juste un avis perso. Et toutes ces personnes-là, quand je les ai rencontrées, eh bien, il y en a avec lesquelles on a fait du business, on a développé des smart contracts, on a travaillé à gauche, on a travaillé à droite. Et en fait, sur le bull run, il y avait la première partie où c'était de l'investissement crypto, où les gens qui étaient dans mes groupes et qui me suivaient depuis 2018, 2019, avaient investi sur des cryptos comme le EGLD. Et le EGLD, ils l'ont acheté quand il s'appelait encore le ERD, à quelques 40 centimes ou 60 centimes, je sais pas, quelque chose comme ça, mais en tout cas, il est monté jusqu'à 600 $, pour te donner une idée. Donc, il y a eu une quarantaine de millionnaires qui ont été créés grâce à ces investissements. Et on va y venir parce que c'est intéressant de garder ça en tête sur ce qu'ils sont devenus. Ensuite, sur la partie NFT et smart contract, eh bien ça, c'est des choses où on a fait appel à nous parce que, sur ce domaine où j'avais travaillé dedans depuis un petit moment, on avait une sorte de vision de ce qu'allaient devenir les NFT et on savait vers quoi tendre ou vers quoi les projets allaient, entre guillemets, amener. Par exemple, un projet NFT qui sortait, pour nous, même si indirectement on le communique rarement, on sait qu'il y a très peu de chances pour que l'équipe derrière continue de travailler. On a eu beaucoup d'entrepreneurs ou d'entreprises qui se sont lancées là-dedans, mais on savait pertinemment que c'était aussi pour profiter de la période et aller récupérer quelques billets. Et au détriment d'autres boîtes qui se sont lancées, qui ont fait les choses bien, et qui pour autant faisaient moins de choses en termes de marketing, mais qui n'ont pas fait de sold out, mais pour autant il y avait des vraies technologies derrière avec des vraies solutions à des problématiques. Alors ces projets par contre, ils travaillent toujours, ils sont tout le temps en train ils sont tout le temps en train d'évoluer. Par contre, certains projets qu'on a développés, malheureusement, eux, ils sont à la cave aussi et je pense qu'on les reverra pas. Ou alors peut-être sur le prochain bull run, s'il y a quelque chose à faire avec des nouvelles technologies de NFT, des SBD. Tout ça pour dire qu'en fait, il y a eu un petit fil conducteur comme ça, où de l'alternance, je touchais entre 500 jusqu'à 2000 par mois, parce qu'après j'avais des commissions sur la fin de mes contrats d'alternance. Jusqu'à ce moment-là où il y a eu des NFT, c'est que à chaque fois je me suis formé dans différents domaines et j'ai eu une sorte de ligne directrice du style je me forme dans les nouvelles technologies, je me forme à la commercialisation de ces technologies avec un BTS et une licence en commerce, et je me forme au développement des technologies, à la gestion de projets et à l'innovation sur le master, le truc d'Harvard, la création d'un réseau, etc. Pour qu'après, ça amène des relations de commerce, de business, qui puissent être toutes interconnectées et que ça te crée un écosystème où à chaque fois, tu as ta communauté qui est hybride, qui apprend des compétences avec tes formations en ligne, qui ensuite peut être récupérée pour être mis en place chez un partenaire pour un projet ou un service, et ensuite redistribuée dans différents écosystèmes. Et en fait, on a des personnes aujourd'hui qu'on a formées en crypto-monnaie, et qui ont été implantés par exemple chez Stripe, chez Apple et au sein d'autres entreprises en tant que développeurs pour travailler sur des projets de crypto-monnaie et du coup ça nous permet d'avoir des petits insights. Ok. Ouais, je vois tout à fait l'idée. Il y a des grandes banques qui font ça, qui placent, qui se retrouvent avec des ministres même et des banquiers centraux formés sur leur banc. Toi, l'idée derrière tout ça, c'est quoi qui te motive? Parce que j'ai l'impression qu'en fait, t'es en
tu prépares un je ne sais quoi, tu vas peut-être nous le dire, mais tu prépares un truc qui est costaud parce que j'ai l'impression que comment dire, tu places plein de pions, mais derrière tout ça, c'est quoi la vision? Il y a une vision qui va peut-être en bousculer certains, mais en fait aujourd'hui, moi je suis partisan de la technologie, de manière générale, peut aider à sauver des vies, mais également l'améliorer, pardon. Le but de ces différentes entreprises, c'est de générer de l'argent, générer des compétences, préparer les personnes qu'on a dans notre communauté à être formées sur ce qui arrivera plus tard, donc c'est-à-dire l'avènement de l'intelligence artificielle avec une singularité dans ce domaine-là, c'est-à-dire que l'intelligence artificielle, au bout d'un moment, moi je pense qu'à un certain stade, on sera dans une dimension où on arrivera à des choses qui sont incontrôlables et il y aura des débordements. Et en fait, l'idée, c'est de former des gens aux technologies qu'il va y avoir demain pour que soit on arrive à améliorer le contrôle, soit sur mon gros plan, et bah, en général j'en parle rarement, mais bon, bah, ça fait l'occasion, c'est que le gros plan, c'est d'améliorer significativement la durée de l'espèce humaine pour lutter contre l'obsolescence organique. C'est-à-dire que par exemple, on a Gérald, parce qu'aujourd'hui ça existe en laboratoire, mais c'est pas forcément très éthique ni communiquer. Enfin, les gens ne communiquent pas là-dessus parce que forcément il y a des gros, comment on pourrait dire, il y aurait des gros problèmes de manière générale sur ça. C'est que on a Gérald qui a vécu, je sais pas moi, 5 années. Eh bien, on est capable, avec de la modification génétique et tout ça, finalement de lui faire vivre que 1 an. C'est-à-dire que ton corps, lui, va n'avoir vieilli que 1 an, mais il va avoir vécu 5 ans, tu vois. Et l'idée, c'est de me dire, ok, quand une personne, en fait, elle vieillit, il y a trop de problématiques qui arrivent, qui sont le décès, ou par exemple, Gérald, il va avoir fait toute sa vie à interviewer des personnes, il va avoir emmagasiné une quantité d'expérience et d'informations qui va être insane. Pour autant, à 67 ans, par exemple, et ben, en un claquement de doigts, sur une crise cardiaque, tout ce que tu as appris, toute l'expérience que tu as emmagasinée pendant des années, sauf si tu as fait un livre et tout ça, et encore on aurait 0,05% de tout ce que tu as emmagasiné pendant des années, perdu, à jamais. Et je pense, même s'il reste les interviews, et en fait moi je pense vraiment que on a la possibilité, et on aura certainement, et j'en suis convaincu, la possibilité dans les années à venir, de récupérer toutes ces connaissances, et d'arriver à une synergie homme-machine, ou alors à une évolution qui serait, je sais pas, on peut imaginer quelque chose de synthétique, un mix entre les deux, où on améliore soit la durée de vie de l'espèce humaine, ou encore on améliore la façon de transférer les connaissances des uns aux autres, tout en ayant la possibilité dans le temps de se dire cette personne est décédée, pour autant, voici tout ce qu'elle a emmagasiné dans l'intégralité de sa vie. Et tu aurais une sorte d'énorme mind map avec des possibilités d'interconnexion, parce que je sais qu'Elon Musk travaille notamment sur ce type de puce chez Neuralink, où tu peux très bien imaginer que tout ce que tu as appris dans ta vie, il y aura certainement, comme pour la blockchain, à un moment donné, un basculement du monde sur l'amélioration de ses compétences physiques via de la robotique ou via des implants. Et par exemple, ça serait une sorte de nouveau business, tu devras payer 50 000 balles pour avoir un implant et pour améliorer tes capacités cognitives. Et tu pourras par exemple, une fois que tu as l'implant, absorber tout ce que Gérald avait dans son cerveau, par exemple, et l'avoir comme dans Matrix. Et l'avoir typiquement dans ta tête et avoir la capacité de savoir exactement ce que tu savais, ce que tu pouvais faire, ce que tu savais faire, etc. C'est pas une petite vision, comme on dit. Mais et justement le plan derrière ça, parce qu'en fait, enfin moi ça me semble faramineux. Parce que j'imagine que même si on bosse très fort sur ce genre de projet, est-ce que la technologie permet déjà d'accueillir ce genre de projet-là? Est-ce qu'il y a est-ce que t'es en avance de phase? Est-ce que t'es dans les temps? Je sais pas du tout. Moi, j'y connais pas grand-chose. Nous, enfin, et pour le podcast, on a juste de l'investissement dessus pour le moment. Par contre, il y a des entreprises comme Google, comme New Limit, qui est par le créateur de Coinbase, pour ceux qui connaissent, qui travaillent, il y a Alcor aussi, qui travaillent sur ces technologies. C'est-à-dire que par exemple, Google a un service qui s'appelle le X-Lab, et dans le X-Lab, il y a tout un tas d'expériences qui sont classifiées, qui sont menées par Google. Alors je parle de Google, mais il y a aussi Amazon, il y a aussi Microsoft, et je pense que le seul qui n'est pas encore dans la course, c'est Facebook. Enfin Facebook pour le moment.
ils sont plutôt orientés côté méta, mais c'est pareil, on peut pas être sûr et certain de ces infos parce que c'est des choses qui ne se savent pas, pardon, et sur lesquelles ils communiquent pas. Mais ces entreprises travaillent sur ça parce que quand l'être humain avance dans sa vie, on remarque en général qu'il veut plusieurs choses. Quand il n'a pas forcément d'autres motivations, mais en général c'est l'amour, l'argent, le pouvoir, et ensuite le prolongement de sa vie, tu vois. Et on voit à chaque fois la même chose qui se passe, c'est que sur les dynasties Ming, donc en Chine, à chaque fois qu'il y avait un empereur qui était très puissant, il commençait aussi à faire appel à des personnes qui, dans son entourage, pouvaient potentiellement l'aider à améliorer sa durée de vie, même s'il n'y avait pas la technologie possible à l'époque. Mais tous les plus grands hommes de la planète voulaient à chaque fois améliorer leur durée de vie pour pouvoir perdurer et ne pas avoir à lutter contre quelque chose qui, en fait, au final, est une fatalité, tu vois. Et en fait, je sais que Google travaille là-dessus et je sais qu'ils ont des résultats déjà sur des souris, des rats de laboratoire et tout ça. Mais c'est pareil, c'est des choses sur lesquelles ils ne communiquent pas parce que imagine un instant si tu disais on a réussi à ramener un rat qui était décédé pendant 10 minutes à la vie. Tu vois, le genre de choses que ça. Que ce soit au niveau catholique, au niveau musulman, déjà rien que sur le plan religieux, le nombre de problématiques que ça pourrait soulever. Surtout que c'est des entreprises qui sont très orientées, comment on pourrait appeler ça j'ai pas le mot pour vexer personne, entre guillemets, mais je crois que c'est le côté LGBTQI+, Oui. tout ce qui est lié à l'intégration sociale et tout ça. Donc imagine un instant en plus s'ils se mettaient à révéler des documents comme ça. Mais je suis absolument convaincu que ces entreprises sont déjà bien en avance sur ce différents domaines. Et la seule chose qu'on peut faire, c'est soit investir sur des entreprises comme ça, soit regarder aussi ce qui se fait en Suisse. Il y a des entreprises en Suisse qui travaillent là-dessus. Mais pareil, elles ne communiquent pas pour ces mêmes raisons. On le voit, hein, ils en ont pas mal parlé. Bezos, il en a parlé aussi. Le CEO, enfin le fondateur d'Amazon, c'était aussi je crois que c'est Sergey Brin de Google en effet qui maintenant en parle de plus en plus dans ses conférences. C'est une de ses priorités. C'est d'ailleurs même pour ça qu'ils ne gèrent plus réellement leur boîte. Moi, tous ces trucs-là, tu vois, je me demande en fait l'application et en effet comment ça va être accueilli. Quand je vois les difficultés qu'on a socialement à tous s'entendre, où il ne faut froisser personne, il ne faut pas mégenrer quelqu'un, il ne faut pas porter de jugement sur quoi que ce soit. Quand on aura des gens, j'ai l'impression qu'on a quand même ces sujets-là dans les tuyaux et quand on aura en plus des gens immortels ou quand il faudra s'adresser à une machine et faire une sorte de droit de l'homme des machines, je pense que là à ce moment-là ça deviendra un petit peu fou. Mais vu que la société en ce moment, moi, elle me fait plutôt flipper sur ces trucs-là, ouais, clairement, je me demande ce que ça va être. Je pense que dans pas très longtemps, il va falloir vous voyez son iPhone et son ordinateur pour ne pas passer pour un misogyne de la technologie ou je ne sais quoi. J'ai eu la même réflexion il y a 2 jours sur ça, en plus avec quelqu'un, mais c'est marrant que tu en parles. Ouais. C'est exactement ce que je me suis dit. Je pense qu'on marche clairement sur la tête. En tout cas, c'est sûr que tous les gros, en ce moment, ils sont en train de s'intéresser à la vie éternelle, la conquête des étoiles. Enfin, on voit qu'il y a un truc qui se passe. J'ai l'impression que les projets sont de plus en plus grands, de plus en plus fous. Et ça, c'est assez dingue. Mm. Et dans tout ça, toi, tes plus gros apprentissages, ça a été quoi jusqu'à maintenant? C'est quoi le truc, le waouh, le truc qui t'a mindfucké? Si on parle de manière générale, c'est Internet. Et sinon, si on parle de manière plus personnelle, c'est la curiosité technique. Pas la curiosité mal placée du style machin a fait ci avec telle personne, mais plutôt la curiosité technique de se dire tiens, c'est intéressant, ils ont sorti un ventilateur, enfin ils ont sorti, on peut parler de ça vu qu'on est en pleine canicule. Aujourd'hui, ils ont sorti une nouvelle techno où par exemple c'est un petit cube, tu le déposes au milieu de ton salon, il absorbe l'air chaud et il te ressort de l'air froid par rapport à l'univers de la calorie et tout ça, j'en ai aucune idée de comment ça fonctionne, mais de m'intéresser à ce genre de choses, c'est de la curiosité technique, d'aller creuser comment ça fonctionne, est-ce que ça fonctionne sur des atomes, des ci, des ça, et ben ça c'est un domaine c'est une compétence que j'ai acquise avec le temps, pardon. À chaque fois qu'il y a quelque chose qui vient, une nouvelle technologie ou un élément que je ne connais pas, j'ai ce besoin de creuser et d'aller vraiment au-delà de ça. Et tu vois, j'ai même gardé je l'ai même pas ouvert. Je l'ai même pas ouvert, mais ça tombe bien qu'on en parle. C'est que
Ça permettra entre guillemets de faire de la pub pour eux parce qu'ils font un travail de fou. Mais depuis que je suis gosse, je suis abonné. Alors je sais pas si on le verra à la caméra, mais avant c'était Science et Vie. Avant c'était Science et Vie, sont renommés Epsilon. Et tous les mois, je reçois mon abonnement comme ça. Et à chaque fois, je te laisse lire. Pour ceux qui ne voient pas, c'est juste avant la mort, le nouveau sujet. Et il était même pas ouvert, donc je sais même pas de quoi il parlait spécifiquement. Mais entre guillemets, je garde des documents ou des livres comme ça, sur lesquels à chaque fois, je suis sûr et certain que je vais découvrir des nouveautés. Et ça va me donner des nouvelles idées qui vont alimenter le reste de l'écosystème que j'ai en entreprise, en activité ou en consulting, ou même des discussions avec des clients qui sont hyper passionnantes parce que ça change des discussions de comptoir que tu peux avoir. Tout ça, ça se véhicule comment en termes d'investissement? Dans quel type de boîte, après toi, tu parlais tout à l'heure des grosses, de Google, etc. Mais est-ce que tu vas faire un peu de private equity j'ai vu l'autre jour que tu étais à un concours de pitch. Est-ce que ça, donc, tu étais jury? Par exemple, ce genre d'activité-là, comment ça se goupille? En fait, ce que je fais, c'est qu'aujourd'hui, donc, on a une dizaine d'entreprises. Enfin, je dis on, mais c'est pour parler de manière impersonnelle parce que je déteste ça. En fait, on a une dizaine de boîtes dans différents domaines qui sont liés à la technologie, tu vois. Et l'argent de ces entreprises est ensuite réinvesti dans des entreprises qui sont en pleine expansion. Et pour ça, où on va chercher des entreprises où les mecs, on les prend pas forcément pas au sérieux, mais je veux dire, on s'intéresse pas à eux parce que on pense qu'ils sont trop allumés là-haut. Enfin, je veux dire, moi, quand on me reçoit en interview ou quand je discute avec les gens, on me dit c'est un fou furieux. Il sait pas ce qu'il dit. Enfin bref, moi je m'en fous entre guillemets de ce qu'on pense de moi. Je sais quel est mon but et là où je veux aller. Mais ça, c'est encore autre chose. Et bien, ce que je vais, c'est que je vais dans des événements où il y a ce genre de personnes. Et à l'EPFL à Lausanne, c'est l'école polytechnique fédérale de Lausanne, et bien là-bas, il y a des gens du monde entier qui travaillent sur des choses de fou furieux. Il y a des personnes, sur les derniers pitchs où j'ai été présenté, moi j'ai été pour m'intéresser à des boîtes sur lesquelles investir. Il y a des petits partenariats aussi qui se sont faits. Par exemple, on s'occupe de leur communication, on s'occupe de ci, on s'occupe de ça. Et ça nous permet d'avoir un pied dans l'innovation, ce à quoi va ressembler le monde, pendant que tu as d'autres personnes qui sont en train de faire le tour du monde, à gauche, à droite. Et il n'y a pas de mal à ça, mais c'est juste qu'on essaie d'être au cœur de l'innovation, là où elle est, plutôt de suivre l'argent. L'argent, c'est bien, mais je pense que l'innovation, c'est encore mieux, parce que de toute façon, de facto, ça ramène de l'argent quand il y a des bonnes innovations. Et il y a très peu de petits génies qui arrivent à devenir millionnaires ou milliardaires, parce que vu que c'est des génies, entre guillemets, ils n'arrivent pas forcément à se canaliser sur un seul domaine et avoir un focus. Et ces gens-là, quand on les a, nous, soit en associé, soit en discutant avec eux, et qu'on arrive à mettre un cadre dans lequel il est relativement malléable et ils peuvent évoluer, et ben c'est vraiment intéressant pour tout le monde, parce que eux, ils peuvent faire un peu ce qu'ils veulent, et les technologies continuent de se développer. Puis derrière, nous, il y a du retour sur investissement dans les 5 à 7 ans, parce que ça ne sert à rien de regarder un projet dans les 1 à 2 ans pour faire une revente. Tu vois ? C'est passionnant. Et si tu avais dû faire autre chose qu'investir dans ce genre de projet, qu'est-ce que tu aurais pu faire dans ta vie ? Waouh. C'est la colle. C'est la colle. En vrai, ce que j'aurais peut-être pu faire, il y avait deux choses. Soit c'était nageur professionnel, où j'étais parti pour faire une carrière en fait là-dedans. Et il y a eu des événements qui ont fait que j'ai pas continué. Ou alors le bon salarié. Enfin, je suis même pas encore sûr de ça, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se retrouver là-dedans. Mais je fais partie des gens qui n'aiment pas avoir les mêmes tâches à faire encore et encore sans avoir d'excitation intellectuelle. Tu vois, tu te poses derrière un bureau, tu viens, tu fais tous les jours la même tâche ou quelque chose qui s'en approche. Au bout d'un moment, tu vois, il n'y a plus d'excitation et en fait, tu rentres dans la manœuvre qui est celle des bullshit jobs. Et beaucoup de personnes en ce moment sont en train de quitter leur travail et regardent pour être indépendants. Et c'est tant mieux, parce que ça nous fait beaucoup de travail. Et en fait, en quittant leur taf, ils se remettent tous en considération et ils regardent vers quoi ils peuvent s'orienter pour s'orienter sur quelque chose qui les passionne, dans lequel ils ont envie de s'investir. Et je pense vraiment que j'aurais fait ça.
Mais si j'avais pas mis en place tout ce que j'ai fait aujourd'hui, je pense que je me serais plutôt orienté sur cette solution de quitter mon job et de me lancer dans une passion, à faire des TikTok sur la caméra pour attirer des gens, etc. Et voilà, parce que c'est pas notre source d'acquisition de trafic aujourd'hui. On n'utilise aucun média, on n'utilise rien, mais ça va peut-être changer. Mais on a quand même des clients. Et les clients, donc pour resituer, tu les formes, tu les conseilles, tu les accompagnes et derrière, potentiellement, ils nourrissent ton écosystème. En fait, plus les gens... je sais qu'aujourd'hui, c'est assez important pour les gens d'être sur YouTube, TikTok et sur les différents réseaux sociaux. Mais en fait, moi, je suis bien dans mon petit cocon, entre guillemets, dans l'ombre. Et si j'ai à apparaître, c'est sur des interviews ou des choses sur lesquelles j'ai bien choisi. Enfin, je me sens à l'aise, entre guillemets, et je sais que ça ne sera pas déformé. Parce que si tu passes, par exemple, sur un... Alors, je ne donnerai pas de nom, mais si tu passes sur un média... ils peuvent très bien récupérer des passages et les modifier à bon leur gré, tu vois. En fait, nous aujourd'hui, l'idée c'est former les gens, leur développer des compétences et les placer ou les mettre en relation avec des partenaires stratégiques qui, dans le temps, alimenteront l'écosystème ou de toute façon parleront en bien de nous. Enfin, bien ou en mal, mais dans les deux cas, en général, on essaye vraiment de sortir les gens de là où ils sont. On les poste ou on les fait se développer dans des environnements qui sont insane. Je sais que par exemple, quand on a mis les gars chez Stripe, il y avait Just Mining avec Owen Simonin, donc Asher sur YouTube, qui passera peut-être regarder cette vidéo, on ne sait pas, qui travaillait avec eux. Pour autant, nous, on travaillait déjà avec eux, mais avec le côté développeur, et on avait déjà les informations qu'il y avait telle et telle personne qui était dans la boucle et tout ça. Et personne ne sait les personnes qui sont de chez nous, et ça a une puissance de fou furieux parce qu'on arrive à être au courant de toutes les petites choses qui se passent, on arrive à arriver avant je sais pas moi, des appels d'offres, des mises en relation et autres. Et du coup, ça nous permet d'avoir un coup d'avance sur la concurrence sans forcément avoir de la communication, sans communiquer, juste en ayant formé des personnes qui sont satisfaites et heureuses d'avoir été formées dans l'écosystème. Et à chaque fois, c'est un peu le laïus, c'est on travaille dans l'ombre et après les gens évoluent au fil de l'eau. Et on ne les conseille pas, mais on leur fait des préconisations sur ce qu'ils pourraient faire. Tu vois, si par exemple, il y a un graphiste qui est arrivé, il était perdu. Il était vraiment perdu, il ne savait pas quoi faire de son métier. Et son activité de graphiste, il s'est rendu compte qu'elle allait être petit à petit grappillée par l'intelligence artificielle. Il a réutilisé cette propriété de se dire, bon, l'intelligence artificielle de toute façon arrivera dans mon domaine et va certainement nous faire du tort. Comment je peux prendre l'intelligence artificielle et le mettre à mon service pour en faire un produit ? Eh bien, maintenant, il fait des vignettes chez nous, basées sur de l'intelligence artificielle, et les vignettes, elles sont à tomber par terre. Du coup, il a réutilisé cette compétence qu'il a appris chez nous, en pensant qu'il avait fini son activité. Et nous, ce qu'on fait, c'est pas on arrive, on vous promet la lune avec de l'argent et tout ça, c'est on inculque les valeurs qui nous paraissent intéressantes, et après, vous en faites ce que vous voulez. Et une fois que ces valeurs sont données, et derrière, on apprend aux gens comment on peut prendre la technologie et la mettre à son service dans un domaine qui soit foncièrement intéressant pour gagner de l'argent sur le long terme et foncièrement éducatif pour tout le temps se dire j'apprends quelque chose dans ce domaine et je m'ennuie pas, tu vois. J'hallucine complètement sur l'IA. Récemment, j'ai utilisé un outil de génération de texte par de l'intelligence artificielle. Ça faisait très longtemps que j'avais pas été bluffé comme ça par quelque chose de technologique et d'aussi accessible. Tu mets une phrase, ça te produit un texte et le texte est très bien orthographié. En termes de SEO, la densité de mots, de mots-clés, etc. est ultra intéressante. Ça va vite, c'est passionnant. Et je sais qu'il existe également des générateurs d'images comme ça sur l'AI. Et ça me passionne. Parce que tous les métiers de la technologie, du référencement, de la communication, même si on regarde plus large, vont être révolutionnés et c'est extrêmement passionnant. Moi, je vois ça vraiment comme une super opportunité. Et les gens, justement, quand ils arrivent vers toi, est-ce qu'ils ont quand ils viennent se former du moins, quel est leur niveau de maturité par rapport à ce sujet-là? Ah, c'est vraiment marrant cette question parce qu'en fait, hier, j'ai eu un appel avec un client vraiment... qui est contre la technologie. Donc ça veut dire qu'on a vraiment les deux. On a des gens qui ont un intérêt dans la technologie et on a des gens qui sont complètement désintéressés mais qui commencent à comprendre que leur métier va être en danger dans les années à venir. Alors pas en danger, je le reprends.
va être modifié. Pourquoi? Parce que tu vois, il y a des kinésithérapeutes ou des physiothérapeutes qui aujourd'hui peuvent très bien se sentir à l'abri d'une potentielle évolution de leur domaine d'activité. Moi, ce que je vois, c'est que on a des Tesla bots qui arrivent sur le marché, qui vont emmagasiner un paquet d'informations quand ils seront dans les magasins, qui feront les commissions à la place d'une petite mamie qui ne peut pas porter ses courses, ou qui réaliseront des tâches répétitives, et qui vont continuer d'emmagasiner des données. Et connaissant notre ami Musk, je sais exactement, je pense du moins, savoir exactement où il veut aller, en emmagasinant toutes ces données, et je me dis, un physiothérapeute, peu importe ce qu'il sait faire aujourd'hui, il y a de fortes chances pour que dans les années à venir, une machine arrive potentiellement à le faire mieux que lui. Il y aura juste un aspect sur lequel on pourrait discuter, c'est sur l'aspect qu'il y aura moins le côté relationnel, et encore, on a eu récemment le cas avec un certain Blake, qui travaille chez Google en intelligence artificielle, qui discutait avec une IA, et cette IA, elle était tellement convaincante dans sa manière d'être un robot, de lui faire comprendre qu'elle avait une conscience et de lui dire que potentiellement c'était une sorte d'humain à part entière, mais à sa façon, parce qu'on n'était pas capable de définir la conscience humaine, que Blake s'est fait berner. Il a commencé de se prendre d'affection pour cette IA. Et je me dis que toutes ces technologies, au fur et à mesure qu'on va avancer, alors c'est peut-être pas dans les 3-4 ans à considérer, mais plus l'IA avance, plus la robotique avance, plus ces technologies vont devenir présentes de jour en jour dans notre vie de tous les jours. Et ça va sortir à Paris, ça va sortir à Lyon. Et je pense que cette phrase pourrait être réutilisée à un moment donné, c'est que on verra dans les quelques prochaines années qui arrivent des robots qui vont se pavaner dans les plus grandes villes, puis ensuite dans les plus petites, comme ça a été le cas pour les Tesla. Et ça sera le cas ensuite dans les domaines d'activité, comme le métier de la physiothérapie, où il y aura un robot qui vous fera un massage et il le fera encore mieux que votre kiné, parce que potentiellement, il aura les structures, soit au niveau des mains, soit au niveau des bras, qui seront spécifiquement conçues pour vous faire des mouvements spécifiques, ou ils auront des rayons X qui pourront... Enfin, tu vois, je vais un peu loin, mais c'est pour vraiment grossir le trait. Ils auront des rayons X qui seront capables de voir précisément ce qu'ils touchent, ce qu'ils font comme mouvement. Ils seront capables peut-être de vous remettre des membres en place d'une autre méthode. Enfin, plein de choses sont possiblement en train de se réaliser. Et c'est pas si loin, hein. Les iPhones, les téléphones et tout, ça a 10-15 ans, tu vois. Alors du coup, quand on aura la vie éternelle, et que en plus de ça, quand on aura les robots qui feront tout le boulot, on va se faire chier, non? Qu'est-ce qu'on va devenir? Moi, j'ai une idée là-dessus. Après, voilà, c'est que je me dis que les riches de maintenant, et c'est pour ça que c'est important de créer un business aujourd'hui, je pense, ou de se former du moins dans quelque chose pour être autonome, c'est qu'à un moment donné, c'est en discutant avec des futurologues que j'ai pris cette réflexion. Plus on est nombreux, plus il va y avoir des inégalités qui vont se creuser. C'est un fait. C'est socialement démontré de toute manière. Par contre, ils vont devoir mettre en place un revenu universel à un moment ou un autre, où de toute façon, il faudra qu'ils y réfléchissent. Ce qui signifie que dans ce protocole de revenu universel, soit on va arriver sur une base où tout le monde sera à peu près à la même enseigne, mais on sait très bien que ça sera faux, soit on va arriver à une base où il y aura les riches, qui auront quand même leurs revenus et tout ça, et ensuite il y aura quand même tous ceux qui sont en dessous, qui ont différents stades de revenus universels, qui seront classés soit en fonction de leur origine ethnique, soit en fonction de leur position géographique, en fonction des grandes villes, et on peut très bien imaginer des écosystèmes ensuite qui fonctionneront comme ça. Et tous les mecs qui auront fait de l'argent maintenant pourront quand même réussir à en jouir, parce qu'on sait souvent que les règles s'appliquent uniquement pour les pauvres ou les familles modestes, mais jamais pour les riches, ou du moins très peu. Et dans cette vision-là, eh bien, je pense qu'on va arriver avec... tu vois le projet Elysium? Non, je connais pas. Alors, Elysium, c'est un film avec... je crois que c'est Brad Pitt, je crois. Je suis pas sûr de la personne qui joue dedans, mais Elysium, c'est une sorte t'as la planète Terre, et Elysium, c'est une station spatiale qui tourne autour de la Terre, où t'as que les riches. Et la Terre, t'as toutes les classes sociales qui sont dessus et tout ça. Et c'est un film que je recommande de lire, parce que c'est une super caricature de ce que pourrait représenter le monde plus tard. Je dis pas que c'est exactement ce qui va arriver, mais dans l'idée, c'est quelque chose qui est à considérer. Parce que si on a des machines, que les êtres humains sont plus capables d'effectuer des tâches pénibles, c'est bien parce que on peut augmenter encore la durée de vie des gens, parce qu'un maçon qui va passer des heures sur son chantier à se baisser, porter des charges lourdes et tout ça, si un robot peut le faire à sa place, ou même être équipé d'un exosquelette, on va éviter d'avoir des maladies liées à l'exercice de ces fonctions. À la pénibilité. C'est ça.
Ouais, voilà. Ouais. Donc on va éviter ça. On va éviter aussi les tâches réberbatives, comme quand l'ordinateur est arrivé dans le domaine de la comptabilité. Il y a tout un tas de domaines qui de toute façon vont être bouleversés. Et l'être humain, qu'est-ce qu'il va faire à ce moment-là? Soit il aura plus de temps pour profiter, ce qui m'étonnerait parce qu'on reste quand même dans une énorme sphère capitaliste, pardon. Soit on va avoir d'autres choses qui vont se créer qu'on ne connaît pas encore, ou eh bien, si on a plus de temps pour créer, on va peut-être avoir plus de temps pour essayer d'aller développer des nouvelles choses ailleurs. Et quand je dis ailleurs, c'est des nouvelles planètes, des nouvelles technologies, des nouveaux moyens de propulsion, des nouveaux moyens de créer de la valeur, là où avant, on avait notre temps qui était utilisé pour créer de la valeur, mais pour quelqu'un d'autre. Et peut-être que là, ça sera justement sur notre côté personnel. J'ai du mal à y croire parce que, comme je le dis, à mon avis, il y aura toujours quand même une sorte de gestion capitalistique, mais c'est un peu l'idée que j'ai. Et toi, tout ça, ça te fait flipper ou t'es à l'aise avec l'idée? Disons que je fais le maximum de choses pour pas me retrouver, en fait, d'accumuler suffisamment de fonds pour ne pas avoir à me poser la question. Ce que je veux dire par là, c'est que toutes les technos qu'on développe, ou tous les projets avec lesquels on travaille ou on discute, ou d'être proche des dirigeants de demain, tu vois, les mecs que je te disais qui font de l'innovation, eh bien, ça nous permet d'avoir une sorte de tendance en amont. Et après, on reste suffisamment à l'écoute du marché pour savoir dans quelle direction on va, et derrière, prendre des décisions en conséquence. Parce que si demain, on nous dit qu'il y a un revenu universel, et que Gérald et Major vont toucher tous les mois 1400 balles et ne pourront pas toucher plus. On connaît tous les deux notre train de vie, je pense. 1400 balles, moi ça va m'embêter, hein. Je sais pas toi, mais moi je pense que ça va m'embêter. Ouais, non, bien sûr. Donc l'idée c'est vraiment d'avoir aussi un patrimoine à côté, de monter plusieurs structures pour que le jour où ça se passe, tu sois pas en mode ça me tombe dessus. Est-ce que toutes ces choses là dont on a parlé, parce qu'on a quand même, on a démarré par la crypto, après on a parlé de la santé, de la vieillesse, on a parlé de la robotique, on a parlé de l'IA. Est-ce que toutes ces choses là, est-ce que tes idées tu les poses quelque part? Est-ce qu'il y a un endroit où tu écris, où tu prends le temps justement comment dire, de transmettre un petit peu, comme tu disais tout à l'heure. Est-ce que tu décharges un petit peu ton cerveau à un endroit pour en faire profiter les autres, ou parce que tu fais forcément une veille, tu rencontres des gens, etc. Est-ce que ça c'est quelque chose que tu fais, et si tu le fais pas, est-ce que tu y as déjà pensé? Je le fais ouais, dans un canal Telegram qui s'appelle le canal Évolution, Major Évolution. Dans ce canal, donc je partage des fils de pensée comme je le fais là. J'ai du mal à tenir vraiment un rythme parce que j'ai tellement de choses qui me passent par la tête que si je devais tout structurer, je passerais plus de temps à essayer de chercher une structure qu'à travailler à côté sur d'autres tâches. Donc j'essaye de temps en temps d'aller poster une idée de business. Là par exemple, je vais partager la discussion qu'il y a eu avec l'intelligence artificielle qui a été illustrée entre le chercheur de Google et l'IA sur le canal. Et je partage tout ça là-bas. Et l'idée c'est juste d'ouvrir l'esprit aux gens, de se dire que oui, je prends l'exemple de ma famille, mais ma famille dit souvent oui, on est des vieux cons, on s'intéresse pas à la technologie, ça nous intéresse pas et tout ça. Oui, pourtant la technologie aujourd'hui, elle vous permet de vivre plus longtemps parce que quand vous avez un petit bobo à un endroit ou autre, et bien même si vous prenez un médicament et que vous n'en avez pas forcément la vision, un médicament c'est issu d'une évolution technologique. C'est à considérer parce que ça peut donner, de parler de ça sur ce canal, ça peut donner des idées à tout un tas de personnes, de se dire ah bah tiens, il a fait de la recherche dans tel et tel domaine, je vois que ce domaine recrute, je vais tenter ma chance. Ou alors, je viens de voir qu'il a acheté ça et ça en crypto-monnaie, ça peut être un billet à se faire, j'y vais. Même si moi je suis pas forcément là pour faire de l'argent sur les crypto-monnaies, mais je suis là pour investir sur le long terme en espérant créer des nouvelles choses et tout ça derrière. L'idée c'est à chaque fois ça, c'est que sur ce canal je partage mes idées, mes pensées et tout ce qui me trotte dans la tête, et il y a beaucoup de choses donc quand je peux, je poste dessus. Très cool. Est-ce que c'est un canal qui est ouvert au public? On peut mettre le lien, ou on peut... Ouais, bah après, je te ferai passer les liens. Trop bien, nickel, on les mettra en commentaire. Et du coup, la suite, toi, la prochaine étape, c'est quoi dans tout ça? Comment tu vois la roadmap? Alors là, sur l'année, là, on est déjà en train de parler de fin 2023, en termes de projet. Enfin, on planifie assez long, on bosse sur Asana. Et on essaye d'avoir une vision à 1 an, 2 ans. Aujourd'hui, le prochain chantier, c'est la formation. Les gens vont se former. Je peux pas t'en dire trop non plus parce que je sais que j'ai déjà discuté de ça avec des personnes et que ils ont jugé intéressant de s'emparer de l'idée
et de faire ce qu'on dit en général avec une idée, c'est que l'idée n'est jamais bonne que quand elle est réalisée. Donc je partage l'info quand même, mais on arrivera à récupérer le retard qu'on a pris. Aujourd'hui, la formation en ligne, c'est de plus en plus important. Et nous, on travaille sur des systèmes qui nous permettent d'avoir de la scalabilité là-dessus, où on a des robots qui seront capables de t'exposer un cours n'importe quel domaine, dans n'importe quelle langue, et selon l'avatar que toi tu as choisi pour te donner envie de le suivre. Si imaginons tu veux que ce soit Deadpool ou un héros Marvel qui te forme sur la crypto-monnaie, bah potentiellement un jour ou l'autre ça sera possible avec tout un tas de technologies, du deepfake, du deep learning et d'autres choses. Tu l'as vu avec l'intelligence artificielle et tout ça. Et le cours sera rédigé par nous en étant appuyé par exemple par de l'IA. Et c'est des choses sur lesquelles on travaille et c'est des choses qui vont se développer. Ça prend beaucoup de temps parce que bah voilà, Rome c'est pas fait en un jour entre guillemets. Donc voilà. Mais on travaille là-dessus et à côté de ça, on développe les autres entreprises. Et à chaque fois, sur les différentes boîtes que j'ai, bah, j'ai mis des mecs qui sont des fous furieux aussi et qui ont une vision long terme. Et avant tout, ils me parlent de leur vision plutôt que de me parler de leurs compétences sur ce qu'ils voient dans les années à venir. Parce que s'ils ont une idée de ce qui arrive dans les années à venir, ils vont avoir cette fibre, entre guillemets, qui va guider l'évolution de l'entreprise. Et ça, c'est important parce qu'ils vont être capable de savoir précisément dans quel domaine il faut aller, dans quelle direction le marché peut aller, vers quoi on tend en général, etc. Tu vois ? Ok, bah, passionnant. On peut te retrouver où ? Où est-ce qu'on peut te suivre ? Alors il y a Instagram, Twitter. Donc Instagram c'est Major AGV. Et Twitter c'est, vous tapez Major AGV, je pense que je sortirai normalement, mais sinon c'est ANT Gonnet, G-O-2-N-E-T. Ou sur le canal. Très bien, bon, on mettra les liens. Major, Anto, merci. Merci beaucoup pour ton temps. On a passé 1 heure, on a parlé d'énormément de sujets, mais on voit que ça fuse là-haut. J'espère que ça n'aura pas ennuyé certains parce que je sais que je peux souvent, enfin j'ai des positions qui sont assez spécifiques, particulières, tu vois, et je sais que ça peut heurter pas mal de gens. Mais bon. Moi j'ai trouvé ça très bien en tout cas, et j'ai pas de doute sur le fait que ça plaise. Il y a pas de souci avec ça. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous éveiller un peu sur tous ces sujets, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de marketing ici, mais la technologie on la laisse un peu sur le côté. Et moi, mon premier métier, j'ai été formé, je suis développeur quand même au départ. Et là, j'en fais trop peu souvent. Et donc, moi, ces sujets-là me passionnent. Et voilà, l'application est une chose, la découverte, etc. Moi, me satisfait énormément sur ces sujets-là. En termes de culture, je trouve ça passionnant. Merci pour la. Avec plaisir, avec plaisir. Je vous souhaite à tous une bonne journée, bonne continuation, Major. Et on se retrouve très très prochainement. À plus.